Les orchidées rouges, bonjour. Oui, c'est bien vous. Alors, est-ce qu'il vous a expliqué votre assistant Vas-y, c'est un rendez-vous. Ouais. Non, elle a réussi à se connecter. Ouais. Je suis Marie-Claire Cacpotia. Je me souviens très bien de mon excision, de l'endroit où ça s'est passé. J'avais 9 ans. Un matin, c'est la grande sœur de mon père qui est venue me récupérer pour aller à une fête. Donc toute contente avec ma cousine, on pensait qu'on allait à une fête. Et quand on est arrivé là-bas, j'ai vu plusieurs petites filles qui faisaient la queue devant une pièce qui n'avait pas de porte. Donc une pièce qui servait de douche pour la famille qui habitait là. Je n'ai pas posé de questions. Et puis, vu que toutes les petites filles avaient subi la même chose autour de moi, je me suis dit finalement, ça fait peut-être partie de mon éducation. Je vais avoir le déclic au Sénégal en 2016, pendant mes vacances. Je fais rencontrer un homme qui me plaisait énormément. Et j'avais vraiment peur qu'il découvre que j'ai été excisée et que ça change son regard sur moi. Donc j'ai préféré dire non à ces avances. Et puis quelques temps après, je vais me dire, mais mince quoi, tu peux pas t'empêcher de vivre, tu peux pas continuer à vivre comme ça, tu peux pas t'empêcher d'être heureuse. Et je me suis dit, il faut que je me reconstruise de cette mutilation sexuelle et que ça devienne qu'un fait de ma vie, mais pas ma vie. On va vous proposer un accompagnement global qui vous permettra donc déjà, si vous êtes encore dans cette situation-là, de pouvoir vous en sortir. On va vous permettre aussi... Les orchidées rouges, je les ai créées en mars 2017, donc c'est allé très vite. L'approche que j'ai, si j'étais médecin, je ne l'aurais pas eue, parce que j'aurais eu, je pense, plus une approche technique en fonction de ce que j'ai appris. Alors que là, j'ai eu une approche d'une survivante. Les premières questions que je me suis posées en créant cet institut, c'est qu'est-ce qu'il m'a manqué lorsque j'ai voulu me reconstruire? Qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on m'apporte au moment où j'ai décidé de me reconstruire? Chez nous, c'est vraiment comme le préconise l'OMS, la chirurgie n'est qu'une option. Au-delà de réparer des blessures, c'est vraiment la libération mentale, physique et économique des femmes pour qu'en tout cas le soin leur soit le plus bénéfique possible. Est-ce que quelqu'un veut un thé ou un café? Moi. Tu veux? Un café. Un café? Avec du sucre? Oui. Ok. Et vous allez mettre du sucre dans le thé?
Comme d'habitude, hein, c'est un moment où on se retrouve, c'est un moment d'échange dans la bienveillance, dans le respect. Il n'y a pas de mauvaises paroles. Vous parlez de ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur. En fait, c'est un lieu où on est là pour être soi, quoi, tout simplement. Ce que j'ai vécu, je ne voulais pas que ma fille passe par là aussi. Et j'ai réussi à fuir, mais jusqu'à présent, j'ai encore mes soeurs qui sont là-bas et les enfants qui vivent toujours les mêmes choses. Et j'aimerais faire savoir qu'il faut qu'on se bat tous, de la famille jusqu'au village, jusqu'au pays pour que cela s'arrête, quoi. Merci, Mariam. Je m'appelle Diaby Mariam, je suis de Côte d'Ivoire, j'ai 37 ans et je viens à l'Institut depuis 2018. J'étais obligée de choisir entre le mariage et l'incision. Je me suis mariée, à ce moment je venais à peine avoir mes 17 ans et quand j'étais chez mon mari, en grande famille, on me frustrait par rapport à ça et tout. Et ça ne me disait rien parce que j'avais la tête, j'étais instruite de ça et tout. Je me disais que je ne voulais pas sacrifier mon corps et mon organe à cause de la parole des gens et tout. À l'âge de 20 ans, je suis tombée enceinte. C'est en ce sens que j'ai connu l'incision dans mon accouchement. Bon, c'était la seule manière de m'avoir pour m'inciser. C'est en ce sens que j'ai senti la douleur au niveau de mon sexe. Bon, je me suis dit que non, c'était l'accouchement, c'est comme ça se passe, puisque c'était mon premier enfant et tout. Et j'ai fait 2 mois, je sentais toujours le mal de mon sexe, je ne me sentais pas bien. Et après, j'ai appelé une de mes copines, je lui ai expliqué. Elle m'a accompagnée, on est allé dans une clinique. Et c'est là, il y a une sage-femme qui était là, elle m'a dit non, c'est pas l'accouchement. Au fait, comme tu as été excisée, bon. Quand elle m'a dit ça, directement, je suis devenue totalement folle, quoi. Je ne savais pas qu'est-ce que je faisais, où j'étais. Et en ce sens qu'on m'a séparée de ma fille parce que j'étais devenue violente et tout. Je l'ai jetée, je l'ai même blessée. Elle a même jusqu'à présent, elle a la cicatrice. Je ne savais même plus où j'étais. Le monde était devenu autre chose, quoi. Alors, qui veut nous partager sa météo intérieure ce matin? Aujourd'hui, moi, je sais pas, je me sens un peu pas trop en forme parce que toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai dormi à 3 heures, je me suis réveillée à 6 heures, je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a un peu de douleur de la tête, ça va pas. Il y a quelque chose qui te tracasse? Bon. Je sais pas. C'est par rapport à la famille, par rapport... Ok. Il y a des femmes qui sont excisées et toi, si tu n'es pas excisée aussi, des deux côtés, tu es mal vu. Quand tu es excisée, souvent toi-même tu souffres. Et quand tu n'es pas excisée aussi, tu reçois des frustrations. Peut-être on t'insulte, on te donne des noms qui... Quand tu es parmi les femmes, on te donne un nom qui fait qu'à chaque fois, tu te sens toujours
inférieur aux autres. Tu t'es dit qu'il faut que je passe par là pour être, je sais pas comment, pour être guerrier, à notre langage, pour être une femme forte. Il faut que je passe par là pour être aux mêmes limites que les autres. Donc, tu te trouves que c'est normal, tu trouves que c'est une fierté pour toi, c'est une fierté pour ta famille. C'est quand ça tourne de l'autre côté que tu commences à comprendre que c'est pas normal. C'est aller contre la santé de la personne, c'est aller contre la vie de la personne. Tu trouves que c'est injuste, quoi. Je me nomme Bamba Pauline Sama, j'ai 29 ans. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis à l'Institut depuis le mois d'août 2021. Bon, la première fois que je suis arrivée ici, je me sentais un peu... J'étais beaucoup timide. Je pensais toujours à ce que j'ai vécu dans mon pays avec le groupe de parole. Quand je viens, mais il y a des filles aussi qui s'expriment, qui racontent aussi ce qu'elles ont vécu. Donc, je me sens un peu, à peu près dans la même ligne. Donc, ça me libère un peu et ça aussi me donne la confiance en moi en écoutant les autres parler. L'excision, c'est pratiqué. C'est pratiqué dans ma famille. Je devais être excisée. Et le jour qu'ils sont des passages comme ça, en passant, il peut t'attraper ou il peut te rater. Donc moi, j'ai été ratée parce que ma mère, elle était tout juste à côté. Elle essaie. Et elle m'a repoussée un peu. J'ai vu un peu la douleur de ceux qui ont fait. Parce que quand les gens partaient faire, on entendait les cris, ce qui se passait. Donc je me dis que si je faisais, c'est ce que j'allais vivre. Donc ça agit un peu sur ma tête. Merci beaucoup. Allez, on la regarde et on fait avec Loyen. Passez un bon week-end, on se voit bientôt. C'est rare qu'il y ait uniquement l'excision. Il y a l'excision qui est souvent cumulée avec le mariage précoce ou forcé. Il y a aussi d'autres formes de violence, comme les violences conjugales, les viols, le harcèlement, les violences économiques, les violences psychologiques. Donc ça ressort dans les groupes de parole. Voilà, elles ne parlent pas que d'excision, elles parlent des autres formes de violence qu'elles ont subies. On commence à bouger tout son corps et on respire tranquillement. On n'hésite pas à faire demi-tour, à tourner, à se croiser. Le bassin qui bouge en même temps que les cuisses. La tête fière. Vous pouvez continuer à marcher et vous allez imaginer qu'il y a un petit lutin au-dessus de vous qui vous tient par la tête comme ça. Et vous marchez, la tête bien droite, et vous vous croisez. C'est Mélès qui va terminer, d'accord? Et toi, tu t'arrêtes sans que ça fasse autant d'effet. Ok? Je suis Isabelle Canor, art-thérapeute. J'accompagne donc les femmes des Orchidées Rouges par l'art-thérapie. C'est pas un cours artistique, c'est pas une activité occupationnelle. On est vraiment dans un soin paramédical. Mon objectif, ça va être que la femme, la patiente, puisse éprouver par exemple de la fierté, puisse ressentir de l'apaisement. Ce sont des petits objectifs, hein, souvent. C'est ce que je vais me fixer. J'ai repris confiance. Je parle de sexualité. Je ne connais pas mon anatomie. Je ne savais rien de mon corps. On m'a dit que la femme ne devrait pas avoir le même plaisir que l'homme. Elle doit se soumettre à son mari. J'ai été mariée de force à 16 ans. Connais-tu une femme qui est dénoncée ou se soit opposée au système de l'excision et au mariage forcé? Moi, je l'ai fait
et d'autres femmes l'ont fait. Donc, c'est possible. J'avais juste 16 ans. Et un jour comme ça, j'ai vu, il y a des messieurs qui sont arrivés quand j'étais chez mon oncle. Ils ont envoyé chez nous pour faire la dot, pour faire le mariage traditionnel. Mais toi, tu ne sais pas, on ne te dit pas. C'est quand ils m'ont envoyé là-bas que j'ai su pourquoi ils m'avaient dit de préparer, comment on appelle, ma valise la nuit. Un mois après, le marié, il apparaît. Quand il est arrivé, sans rien me demander, sans rien me dire, tout de suite, c'est pour chercher à coucher avec moi. Et donc, ça a été un combat. Il m'a tapé mon épaule, où il peut me taper pour m'affaiblir. Ça a été ça. Et là, je lui ai dit, bon, moi, je ne connais rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Et tu peux un peu m'expliquer. Il dit, il n'y a pas d'explication. Et là, c'est comme ça que... Et il a couché avec moi. Et bien, c'est là. Je suis Sylvie, de nationalité guinéenne. Je suis arrivée en France il y a de cela 1 an. Ça fait 8 mois que je viens à l'Institut Les Orchidées Rouges. J'étais dans la chambre, ma mère, elle m'appelle, je sors. Mon papa, il était là. Il y avait aussi 2 autres hommes, plus le griot de la famille. Ils m'ont annoncé qu'on devrait me ramener chez mon mari. Ben, il ne se comportait pas bien avec moi puisque je ne faisais pas ce qu'il voulait. Je ne cédais pas facilement à ce qu'il demandait. Donc du coup, il était violent. Il était très violent. Du côté de mes parents, au début, quand je suis allée en parler à ma mère, tout ce qu'elle m'a répondu, c'est de ne pas gâcher mon foyer. Sinon, je risquerais ici de gâcher aussi le sien. Tout ce que je voulais d'abord, c'était de partir. De partir, fuir toutes ces violences et que par après, j'allais faire en sorte que mes enfants me rejoignent. Quand j'ai quitté, elle n'était pas excisée. Moi, ça m'a laissé des séquelles et je ne voudrais pas qu'elle subisse la même chose. Il y en a qui meurent dans l'excision. Tu peux y rester. Je continue à le vivre avec des cauchemars. Entrez les filles. Alors, je vais vous accompagner. Oui,
Super, tu es magnifique. Alors vous êtes toutes, bravo hein, pour vos tenues les filles, c'est super. Vous êtes vraiment superbes. Je vais vous donner la petite orchidée rouge que vous mettez, j'ai des petites épingles. Je t'ai donné l'épingle hein. Je vais voir juste les filles pour leur demander. Ça va, oui, ça va bien. Pauline, ça va. Vous parlez fort, vous enlevez votre masque. Fachi, Ghana, 20 ans. Marie-Claire, Côte d'Ivoire, 9 ans. Khadi, Libéria, 7 ans. Viviane, Nigeria, 4 ans. La dernière fois que j'ai vu mes enfants, ma fille aînée avait 4 ans et la dernière avait 11 mois. J'avais fait des tresses à ma fille aînée. Elle adorait que je la coiffe. J'étais la seule à pouvoir toucher ses cheveux. Je lui inventais des coiffures. Je suis partie. Je suis partie avec tous les rêves que j'avais pour mes filles. Qu'elles ne connaissent pas l'excision, le mariage forcé, ni la polygamie. Ça fait 3 ans que je n'ai pas revu mes filles. Je me demande si elles me reconnaîtraient. Je crains le temps qui pourrait passer et j'ai peur de ne pas pouvoir les protéger. La dernière fois que j'ai quitté mon village, j'avais 12 ans. J'ai dit au revoir à mon père. Il m'a dit, sois sage et écoute ton nom. C'était tout. Papa, j'aurais voulu que tu me dises je t'aime. Mais il n'a rien dit. Chez nous, quand tu aimes, tu ne parles pas. Ma mère m'a accompagnée jusqu'à la gare, au lieu du rendez-vous avec mon oncle. J'ai dit au revoir du simple geste de la main. Maman, j'aurais voulu que tu m'embrasses et que tu me dises que tu m'aimes. C'était la dernière fois que je voyais mon village, la dernière fois que je voyais ma terre, et c'était la dernière fois que je quittais ma mère. J'avais 12 ans quand je quittais mon village. J'avais 12 ans quand je quittais mes parents. J'avais 12 ans quand je quittais mon enfance. J'arrive maintenant à expliquer, j'arrive à m'exprimer et ça me donne une fierté aussi. Mais ce qui me fait mal, c'est que ce que je voulais devenir, ce que j'avais, mes rêves, je n'ai pas pu réaliser à temps. Et quand je découvre que le temps est passé, que c'est maintenant, je suis en train de reprendre à zéro, tout ça, ça me fait très mal et je suis toujours en colère et triste. Peut-être j'ai besoin qu'on m'accompagne, j'ai besoin qu'on me dise que tu peux faire ça. J'ai besoin d'une force pour s'ajouter au mien pour que je puisse m'en sortir. Comment allez-vous? Ça va, enfin moyen. En fait, je sors de la séance de psychologie, donc
émotionnellement, c'est un petit peu difficile. Aujourd'hui, j'ai une émotion très forte qui est montée. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on essaye de l'évacuer un petit peu. Ok. Et donc, le corps, elle se situait où? Ça se situait où? Ici, du plexus. D'accord. C'est assez noué. C'est souvent là, en fait, que ça se traduit. D'accord. Chaque fois que j'inspire, je peux sentir le flux de l'air qui pénètre par mes narines et le flux de l'air que je souffle par ma bouche. J'accueille toutes les sensations qui apparaissent. Et si je le souhaite, je vais pouvoir accueillir un sentiment, ici et maintenant, qui me vient. Sentiment de calme, de paix. Je m'appelle Anne, j'ai 40 ans, je suis à l'Institut depuis 1 an à peu près. Je suis née en France, j'ai grandi en province. Ma maman a été aussi excisée, donc elle a voulu répéter, en tout cas respecter la culture. Et au pays, on lui a beaucoup répété que c'était important de le faire à ses filles, quand bien même on était en France. C'est une histoire de femmes parce que c'est fait par un clan de femmes et que c'est féminin et que ça touche à la sexualité des femmes, donc on leur donne la charge de s'occuper des questions logistiques. Mais moi je sais que c'est aussi commandité par les hommes, c'est-à-dire que l'excision se fait aussi parce qu'il y a des codes et que les hommes veulent des femmes excisées pour aussi contrôler quelque part les femmes. Donc il faut qu'ils en aient conscience, il faut qu'ils se disent aussi qu'ils ont un rôle à jouer. Moi j'ai été excisée à Paris, j'ai quand même quelques souvenirs voilà, de l'endroit en tout cas. Un endroit très commun aux immeubles parisiens, les immeubles haussmanniens avec des patios. J'ai ce souvenir-là d'être rentré dans un patio et d'être rentré dans un appartement au rez-de-chaussée. Ensuite, on ne s'est jamais installé, on n'en a jamais parlé vraiment. C'est ça qui est difficile, c'est que non seulement on a un enfant, mais en plus on n'est pas préparé, on n'est pas prévenu, et ensuite on n'a pas d'explication derrière tout ça. Donc on peut passer sa vie à chercher une explication. Moi aujourd'hui je ne l'ai pas. Les conséquences, c'est curieux de les décrire quand on est dedans. Parce qu'on sait qu'on ne va pas bien, on sait qu'on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien dans certaines situations, mais on ne comprend pas pourquoi. On sait qu'on est freiné dans son expression corporelle, on sait qu'on est freiné dans son expression orale. L'excision, c'est aussi un contrôle sur la personne. Une agression sexuelle, c'est aussi voilà, un contrôle physique et psychologique sur quelqu'un. La personne qui a été excisée, on lui a appris à se taire. Et donc, c'est comme ça, chaque fois j'appelle, ça passe pas. Ça fait 8 mois que je n'ai pas les nouvelles de mes filles. Leur père a déménagé et je ne sais pas, voilà. Jusque-là, je ne suis encore au courant de rien. Parce que pour le moment, je me cache de leur père. Il ne sait pas là où je suis. Et la famille non plus. Ma famille ne sait pas encore là où je suis. Tant que mes papiers ne sont pas, ma procédure n'est pas encore régularisée, je ne peux rien. Je ne peux rien y faire. Rien. Donc c'est dur. Au moins si j'avais de leurs nouvelles, ça allait m'apaiser un peu, parler avec elles. Même si elles ne sont pas là, mais au moins comprendre ce qui se passe dans leur vie, ça allait m'apaiser un peu.
parfois j'ai l'impression que je suis en train de perdre la tête. Mais me dire qu'avec tous ces efforts que j'ai fournis pour être là, je ne peux pas baisser les bras maintenant. Et donc pour cela, je dois lutter, je dois avoir plus de force et de courage pour pouvoir avancer et enfin obtenir ce que je veux. Ce qui me donne ce courage, c'est leur amour, c'est tout. C'est leur amour. Même si je n'ai pas de morale quand je viens là, j'oublie mes soucis. On m'aide ici à me dire que je ne suis pas inférieure, que je suis une femme belle qui a des droits comme tout le monde et que je ne devrais pas laisser les hommes avoir le dernier mot sur moi. Que donc il n'y a personne qui détient mon avenir ou mon futur à part moi-même. Je m'appelle Marichou et je suis psychomotricienne et réflexologue plantaire. Moi, dans ma pratique et dans mon accompagnement, je ne les remets pas dans la situation de victime à travers ce qu'elles ont vécu. Elles viennent en tant que femmes entières. Et moi, je les accueille simplement, sans mots, juste de corps à corps, pour venir dénouer les choses qui ont besoin d'être dénouées. Donc c'est vraiment un temps où elles peuvent se permettre de se déposer pour pouvoir repartir renourries pour pouvoir aller traverser ce qu'elles ont à traverser. C'est sûr, Navi, toi, elle a bien pleuré. Le matin, au début, c'était bon. Après, quand elle a su qu'elle n'était pas dans la même classe, Samia. Je m'appelle Doumbia Noura, j'ai bientôt 18 ans et je suis la fille à Diaby Mariam. C'est ma première fille. Je l'ai fait à l'âge de 20 ans en Côte d'Ivoire. Elle est arrivée en France en 2019. 2020 plutôt. Mars 2020. Mars 2020. Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, Noura était avec ma sœur. Et quand j'ai décidé de venir en Europe, j'ai voulu la récupérer, mais on n'était pas habitués. Ça n'a pas été facile. Et elle-même n'avait pas trop confiance en moi et tout. Et c'est quelques mois après, quand elle est rentrée en Europe et qu'on a pris contact, on a recommencé à se parler. Puis elle m'a dit, oui, je suis ici, t'inquiète pas, je vais bien. Et voilà, on a commencé à se donner des nouvelles. Et après, elle a essayé de me récupérer, faire des papiers, et que ça n'avait pas marché. Elle a pris un avocat, que c'est bien passé, et puis voilà. Et je suis venue. En fait, je voulais la protéger d'abord contre l'excision. Quand elle est arrivée, la première des choses, je l'ai envoyée à l'hôpital, ils ont fait la vérification et ils m'ont dit que non, elle n'a pas subi. J'étais contente qu'elle était là et qu'elle n'avait pas subi réellement ça. Quand j'étais au pays, quand j'étais au bled, j'avais des copines qui avaient même suivi ça. Et même quand on était au collège, il y avait d'autres qui les avait même fait ça. Et heureusement que maman aussi, elle avait pensé, et puis voilà. Parce que tous ceux qui ont suivi ça, ça n'a pas du tout été facile et c'était un choc pour plusieurs personnes. Et après, on peut plus même attraper des maladies. Et c'est des trucs qui rattrapent quelques années après. Et c'est pas bien. Aujourd'hui, je me sens heureuse parce que
J'ai ma fille qui a été sauvée. Mes enfants vont à l'école. Je travaille. Bien, je mets ça à l'aise. Je suis une femme épanouie. Et moi, je suis beaucoup fière de ma mère parce que c'est une femme qui est vraiment forte. Et quand on regarde tout le parcours qu'elle a fait, elle est vraiment forte. C'est la première fois qu'on en parle, en tout cas avec mon frère. Ça s'est très bien passé, contrairement à ce que j'aurais pu penser ou imaginer. Et en fait, quand on en a discuté, du coup là, des années après, c'était une grosse révélation. Et en fait, et pour lui et pour moi, c'était libérateur. Parce qu'il m'a dit qu'il attendait ça depuis longtemps, depuis toujours, et que lui aussi avait vécu les choses de son côté, il savait ce qui se passait. Ça m'apaise parce que je me dis que quelque chose qui était censé être presque normal ou oublié n'est plus normal. Et du coup, il me soutient beaucoup, il m'a encouragé beaucoup à continuer, à aller jusqu'au bout, à suivre cette thérapie, à parler. Et non, ça fait beaucoup de bien. Le fait de savoir que ça a été vécu par tout le monde sous différents angles et qu'au final ça a laissé une trace dans la vie d'adulte, rien que le fait de savoir ça, ça a réparé quelque chose en moi. Et la thérapie m'a appris en fait les points sur lesquels il fallait travailler. Précisément, ce qui est encore le plus difficile à vivre en fait chez moi au quotidien, c'est le sentiment de honte de ne pas avoir été à la hauteur sur le moment. Donc quelque part, j'ai trahi une confiance, une communauté. Ce qui s'est passé en fait pour moi, c'est que je ne suis pas resté calme, je me suis défendu. J'ai voulu exister et prouver aussi que je pouvais me libérer. On me l'a reproché, hein. On m'a dit que je bougeais trop, que je... Voilà, elle nous empêche de faire le travail. Je veux me reconnecter à la totalité de mon corps. Je veux avancer à 1000% dans ma féminité, que j'ai l'impression qu'on m'a volé en partie. Parce que finalement, c'est un bout de ça qu'on enlève. Il faut le réinvestir. Je m'appelle Solène Séniramode, je suis sexologue clinicienne et je fais partie de l'équipe pluridisciplinaire des Orchidées Rouges depuis l'ouverture de l'Institut. Alors, comment allez-vous depuis la dernière fois? Ça va, je vais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des pensées? Il y a des choses qui ont bougé un petit peu? Des réflexions? Il se passe toujours plein de choses. J'essaye de comprendre ma relation à l'autre, pour m'adapter, pour me sentir mieux. Du coup, je sais ce qui me fait du bien, je sais ce qui me fait moins de bien. Donc, je reconsidère même mon activité professionnelle. Il y a beaucoup de remises en question. Oh oui. Oui. Avec votre mari, est-ce que c'est un enjeu assez important? C'est toujours un enjeu. De cette relation, comment ça se passe? Il y a beaucoup de calme, de silence qui s'est installé. C'est pas mauvais. Parce que moi, ça me fait du bien d'être un peu dans la sérénité, dans le calme. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même retrouver un équilibre avec mon mari et je crois que l'enjeu, il est aussi là. Hein. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que moi, je me sens bien dans mon corps? Comment ce corps, je l'investis à 100%. Et ensuite, comment ce corps, je peux le partager avec quelqu'un? Pas seulement mon corps, mes émotions. Faut pas qu'il y ait que les miennes qui envahissent toute la place. Bien sûr. Donc il faut aussi que lui se retrouve dans ses émotions. Donc ça, on en parle. Qu'on puisse trouver un équilibre. Parce que dans un changement, vous me l'avez dit, hein, on perturbe un peu tout ce qui est autour. Tout le système bouge. Et j'ai hein. l'impression qu'on est plutôt dans cette phase-là. Au niveau de l'intimité, qu'est-ce qu'il en est de ce lâcher-prise? Ce lâcher-prise, il a donné aussi... Moi, il m'a donné envie aussi de prendre le temps
pour reprendre mes nouveaux repères et puis pas rentrer dans quelque chose de trop compliqué. J'ai commencé une formation il y a 2 semaines, le 22 mars, et ça me fait du bien parce que ce que je voulais vivre quand je n'avais pas l'opportunité de le faire, ça commence à venir, je commence à découvrir, être active, pouvoir faire quelque chose de moi-même, m'exprimer où je veux, quand je veux, être libre, être tranquille, pouvoir penser à des choses positives. Dans l'ensemble, je me sens mieux. Moralement, je peux dire à 50%, ça va. Mais l'autre 50%, pour le moment, je ne peux pas trop dire que ça va, non. J'ai un peu de stress par rapport à ma procédure pour avoir mes papiers. Si ça ne se passe pas bien, je risque la mort, je risque d'autres choses. Donc. Et si je vais là-bas, là, c'est catastrophique. Je serai obligée d'être excisée. Et je ne veux pas rester encore en train de souffrir 2e fois. Parfois, je ne veux pas le cacher, parfois je suis là, je me dis, si ça ne va pas totalement, je suis inutile dans la vie. J'ai envie de... Souvent, ça me vient en tête que j'ai envie de ne plus... de quitter le monde pour être libre, C'est un gros challenge que la vie nous impose. Oui, mais la société ne le facilite pas, c'est ça le problème. Oui. Parce que si ça aurait été de notre plein gré, on aurait pu réaliser plusieurs choses, mais c'est en fait la société qui ne nous facilite pas. Ah oui, bien sûr. Pauline veut parler, je sens qu'elle veut dire quelque chose. Dans son sourire, on sent qu'elle veut dire des trucs. Non, on est né femme. Donc, quand tu vois tout ça, tu te dis, bon, pourquoi je suis femme? Donc, tu ne te sens pas femme. Pourquoi je ne suis pas née un homme? Pour pouvoir aussi avoir le dessus, pour pouvoir avoir aussi le pouvoir sur les autres. Bon, tu es femme, mais tu trouves que c'est inutile d'être femme aussi, parce que tes rôles ne sont pas mis en valeur comme ça. Tu n'as pas la liberté, tu n'es pas indépendante. Donc là, souvent, c'est un peu difficile de s'affirmer souvent pour dire « je suis femme ». La tradition a tellement la peau dure que même devant la destruction de la vie des gens, il y a des personnes qui continuent des pratiques en disant c'est la tradition. Pauline, en tout cas, c'est pas fini, tu le sais. Moi, j'ai vu les choses avancer. Je sais qu'aujourd'hui, tu es face à des défis, mais ne baisse pas les bras, il faut que tu continues. Tu as un potentiel de dingue, comme toutes les femmes ici. J'ai vu au début, quand tu as démarré, c'est aujourd'hui, là où tu es. Donc, je sais que tu es capable de faire des grandes choses, quoi. Je parle à Pauline, mais je vous parle à vous en même temps. Donc, je dis ça, parce que c'est valable pour tout le monde. Donc, ne lâchez rien, quoi. Ne vous arrêtez pas dans si bon chemin, quoi, parce que le meilleur est à venir. Ok? Merci à toutes. Bon week-end. Parfait, merci. Donc on va simplement commencer par une mise en mouvement, détendre le corps. Voilà, on est relâché, mais on est droite. Ok? Le ventre est détendu, tout est détendu. Il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien. Tout va bien. Ça marche? Ok?
Ces ateliers que j'ai suivis aux Orchidées Rouges, ça m'a permis de pouvoir avoir un peu confiance en moi, de pouvoir aussi m'exprimer et avoir un peu la joie. J'arrive maintenant à sortir, aller dans le lieu toute seule, oui, aller m'asseoir même dans les restaurants seule et passer un peu de temps et puis aller me balader un peu dans les lieux publics. Je suis à la fin d'un cheminement. Quand je suis arrivé aux Orchidées, j'étais encore dans les blessures du passé. C'est comme si on avait enterré plein de gros cailloux et au fur et à mesure des thérapies, on les a sortis. Ces cailloux, ils peuvent représenter la honte, l'angoisse, la peur. Elles m'ont aidé en fait à sortir tout ça. Et maintenant, j'ai envie de me tourner vers l'avenir. Les choses sont encore dures pour moi puisque la première des choses, pour moi, c'était d'avoir mes papiers. Les premières démarches que j'ai eu à faire n'ont pas marché. Et donc j'attends je ne vais pas baisser les bras. Je vais continuer à engager d'autres procédures si c'est possible. Ce qui est important, c'est ce sur quoi je me projette. Réaliser mes rêves, être en compagnie de mes filles, rencontrer un amour. J'attends de trouver quelqu'un qui pourra prendre soin de moi sans me forcer à rien, qui pourra accepter mes non et mes oui. Mais à partir de là, je vais penser à l'opération. Je le fais pour moi, pas pour l'homme. Ben lui, s'il peut ressentir le plaisir, ben je dois aussi connaître ce même plaisir que lui. C'est pas indispensable que je me fasse reconstruire parce que je suis épanoui dans ma sexualité, je peux le dire, je suis épanoui et j'ai pas besoin de ça. Et surtout, j'ai pas envie de revivre des douleurs physiques à cet endroit-là. J'ai envie aussi de les aider à combattre jusqu'à dans mon village, dans mon pays, dans ma famille et même, pourquoi pas, dans les pays voisins aussi. Mon combat, c'est d'être libre totalement et être comprise. Je veux qu'on me comprenne pour voir la souffrance de la femme dans tous les lieux où le garçon a toujours le dessus. Je veux que la femme puisse s'exprimer comme elle veut. Et partout où elle veut, je veux que je sois libre totalement pour pouvoir suivre ce chemin. Comprendre et me reconnecter à mon corps. C'est ce que j'ai longtemps cherché. Ce fut un long chemin jusqu'ici et ce n'est pas fini. Parce qu'en voulant contrôler mon corps de petite fille énergique, on a tenté de m'enlever ma jouissance de femme. L'enfant rêveuse et passionnée ne m'a jamais quitté, me tenant la main lorsque les peurs venaient s'inviter dans l'obscurité. Et j'ai compris qu'il fallait me réconcilier avec moi-même. Entendre que je faisais honte, que je suis trop, sont les pensées négatives qui me hantent chaque jour et que je dois repousser sans cesse. Ne pas oublier que je suis aimé, que j'ai de la valeur et que je suis légitime à m'exprimer sont mes meilleurs alliés. Ne pas laisser cette ombre me qualifier et faire sortir la petite fille qui rugit en moi pour me libérer. Prendre la parole pour raconter mon histoire, dire que l'excision n'a pas de visage et qu'elle crie autour de vous d'arrêter d'y croire et de penser que ce n'est possible qu'ailleurs.